Ça reste mon ADN. Et ça a été un peu galère au début. Je n'avais pas forcément la pédagogie adaptée. Plus pouvoir marcher mardi, mercredi, jeudi, les courbatures commencent à disparaître. Rebelote, on repartait pour l'entraînement. Et là, mon premier cours CAC, corps à corps, là, je dis waouh, c'est super, quoi. J'adore. Si on ne passe pas par une case vécue, je pense qu'il manque quelque chose au final, quoi. J'étais content quand le cours était fini, quoi. Je dis ouf, le mercredi après-midi est passé. Ah, on s'enferme, quoi. Ici, je donne la voix à celles et ceux qui font vivre les arts martiaux au quotidien. Sans ces fourmis ouvrières, pas de club, pas de fédération. Leur parcours, leur passion, leur vision, c'est ce que je te propose de découvrir ici avec Imagine Arts. Mon invité d'aujourd'hui est un homme de terrain, de rigueur et de passion. 5e dan de karaté Shotokai, Philippe Martinez a commencé à 17 ans, sans vraiment savoir où cela allait le mener. Très vite, il enseigne, puis devient professeur de sport dans l'armée. Il découvre d'autres styles, d'autres approches et n'a jamais cessé d'apprendre et de croiser les disciplines, de faire des ponts entre tradition et modernité. Aujourd'hui, il est aussi coach sportif, formé au pilates, au yoga, engagé dans la pédagogie du karaté santé comme du karaté jutsu. Il continue à forger son corps, son esprit, mais aussi ses élèves avec bienveillance et exigence. Dans cette interview, on parle de transmission, de Shotokai, de fluidité, de tension juste. On parle aussi du corps qui vieillit et de comment bien l'accompagner sur la voie martiale. Si toi aussi tu veux nourrir ta pratique au quotidien, retrouver du sens, des idées et des outils pour progresser et transmettre, je t'invite à découvrir le club vidéo de karaté sur Imagine Arts Digital. Bienvenue dans La Parole aux pratiquants. Merci Philippe de me recevoir aujourd'hui dans ton beau dojo à l'Union. Donc dis-moi, est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as mis cette tenue, un karaté-gi, ou que tu es rentré dans un dojo? Alors la première fois, j'avais l'âge de 16-17 ans. Ouais. Et juste avant mes 17 ans, en septembre, quoi, rentré, moi je suis fin d'année. Et je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire du karaté en fait à la base. Et j'ai cherché un club et à l'époque, j'ai pris le Petit Futé toulousain, karaté, et je me suis retrouvé karaté Shotokai à Bonnefoy-la-Pujade. Voilà. Sinon, j'aurais pu faire du Shotokan, du Wado, n'importe quel style. Pour moi, le karaté, comme tout le monde, on commence dans un style sans vraiment savoir ce qu'on va faire. Ah on ne sait même pas que ça existe. Non, on ne sait même pas que ça existe. Donc c'est au bonheur la chance et que ça corresponde aussi, parce qu'il y en a qui changent de style, etc. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a d'autres formes de pratique dans le karaté. Le karaté leur plaise, mais la forme peut dévier au fur et à mesure. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a forcément une évolution qui se fait au cours de la vie aussi. Hein. Ouais. On n'est pas obligé de tout le temps faire la même chose. Ouais. Et du coup, donc j'ai commencé à Bonnefoy-la-Pujade, à Toulouse, pas loin d'ici. Et j'ai fait 3 années. J'étais élève en fait juste pendant 3 ans. Et après, directement, assez rapidement, j'ai enseigné. Parce qu'à 20 ans, je suis parti, je me suis engagé dans l'armée. Donc comme professeur de sport dans l'armée, moniteur de sport, d'éducation physique, militaire et sportif. Et du coup, j'étais ceinture marron quand je suis parti. J'ai fait ma formation à Fontainebleau. Et à Fontainebleau, j'avais pris option karaté d'ailleurs. Il fallait qu'on choisisse des options. Bon, naturellement, je me suis dirigé vers le karaté pour essayer d'avoir une bonne note. Et après, à mon retour, donc, j'ai été affecté à Saint-Mexin à l'école. Ouais. Et là, très rapidement, en tant que moniteur, on m'a dit il faut que tu animes une section sportive. Je dis je vais ouvrir une section karaté. Donc à 20 ans, j'ai commencé déjà à enseigner le karaté. C'était pas forcément facile parce que c'était club enfant. Ouais. Je suis pris, je crois, à partir de 8 ans, tu vois. Et après, je faisais les adultes aussi. Bon, adultes, c'était quelque chose que, entre guillemets, je connaissais un peu plus. Mais j'avais jamais travaillé avec des enfants. Et ça a été un peu galère au début. Je n'avais pas forcément la pédagogie adaptée. On va y revenir un petit peu. Est-ce que tu te rappelles de tes débuts, les premiers cours de ce septembre, quand tu avais 17 ans, et que tu es rentré dans le dojo? Quelle sensation tu as eue? Quels souvenirs tu en gardes? C'était physique. C'était dur physiquement pour les jambes. On s'entraînait le lundi et le jeudi. Et le lundi, donc, entraînement. Plus pouvoir marcher mardi, mercredi, jeudi, les courbatures commencent à disparaître, rebelote, on repartait pour l'entraînement. Donc physiquement pour les jambes, c'est très très dur. Et puis assez rapidement quand même, le corps se fait quand même à l'effort physique. Le Shotokai est quelque chose un style assez physique, on a des positions très basses. Donc du coup, les jambes étaient vraiment en vrac. Après, j'ai tout de suite adhéré, quoi. J'ai trouvé ça super. J'avais un enseignant, un professeur, Michel Miota, que je salue, qui habite à La Réunion depuis 2002. Et c'était quelqu'un de très physique aussi. Et à l'époque,
C'était un karaté jeune. C'est-à-dire que moi, j'avais 16 ans, mais mon professeur devait avoir 35. Et tout le club, c'était entre 20 et 40 ans. Quoi, hein. Maintenant, c'est le même groupe, mais sauf avec 30 ans de plus. Donc, on a beaucoup plus de personnes âgées qu'à l'époque. Donc, le karaté Shotokai était très physique à l'époque. Ça a évolué forcément, hein, puisque tout le monde a vieilli. Donc, forcément, il y en a forcément de la difficulté à trouver des jeunes aussi. Qui sont attirés par d'autres pratiques. Et vu qu'il y a pléthore aussi d'activités martiales, maintenant, sport de combat, etc. Et donc, quand tu es parti donc, à l'armée en tant que moniteur sportif, comment ça s'est passé là-bas ? Est-ce que ta pratique du karaté, ta préparation physique en même temps Ah oui, clairement. C'est ce que je disais il y a quelque temps à un ami, c'est que la préparation physique du karaté m'a aidé énormément après dans mon travail de moniteur de sport. Cette discipline, en plus militaire, art martial, moi, je pense que ça m'a aidé aussi à rentrer dans le moule militaire. Et physiquement, j'ai développé quand même des compétences que je n'avais pas forcément avant. Hein. J'étais sportif. Hein. Moi, je fais toujours du sport, mais j'avais des qualités physiques. Parce que pour entrer prof de sport dans l'armée, il faut quand même avoir des qualités physiques. On a beaucoup de tests de course à pied, de grimper de corde, brasseur, natation. Il faut être polyvalent dans toutes les disciplines. Et après, il y a la partie un petit peu, malgré tout, sport de combat aussi dans l'armée. Alors à l'époque, à Fontainebleau, on appelait ça le corps à corps, le CAC. Donc j'avais été formé pour être moniteur CAC. C'était très sympa d'ailleurs. C'était la première fois que je touchais un petit peu du doigt en fait la partie clé, bunkai, si tu veux, salle défense. Mon karaté, c'était pied, poing, kion, kumité, kata. Et là, mon premier cours CAC, corps à corps, là, je dis waouh, c'est super, quoi. J'adore. Je suis allé voir l'instructeur à la fin, et Major Hardy, je me souviens, et je lui ai dit, vous faites quoi comme discipline ? Et il faisait du taijitsu. Du taijitsu. Voilà. Alors, je ne sais pas, c'était Nihon Taijitsu. Taijitsu, à l'époque, je ne connaissais pas. Quelle date En 1992. Oui, donc c'était encore avec Erna Sensei, donc le taijitsu ne s'était pas encore scindé entre Nihon Taijitsu et taijitsu, voilà. Donc c'était vraiment l'enseignement de Sensei Arnaes à l'époque. Comme moi aussi, quand je l'ai découvert, c'était à travers lui, à peu près dans ces années, quoi. C'était les années début 90. Et donc, ça se rejoint, quoi. Donc, à l'époque, c'est vrai qu'en tant que karatéka, on voyait que très, très peu. C'était des choses très basiques, en fait, à l'époque. Qu'on voyait dans les clés ou les projections. À l'époque, on disait, les projections, c'est pas du karaté, c'est du judo. Oui, bien sûr. Les clés, c'est pas du karaté non plus. Donc, ça a vraiment évolué. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont revenues, qui étaient déjà dans le karaté, que tu as revu, toi, à l'époque. Donc, grâce à cette ouverture quoi, avec le CAC. Ah oui, complètement, ouais. Toujours efficace, mais c'était une première approche dans la partie, on va dire... clé. Ouais, puis plus gauchine, quoi. Ouais, partie salle défense, exactement. Et niveau formation, PEDA, comment ça s'est passé là-bas ? Parce que c'est ce qui t'a permis, en fait, de rentrer dans le monde de l'enseignement, vu que tu enseignais dans le monde militaire. Mais la pédagogie à l'armée est vraiment très, très, très importante. Il y a vraiment une très bonne formation pédagogique, donc à Fontainebleau, pour la partie sportive, hein, c'était 6 mois de formation, et là on voit pléthore de sport, quoi, hein, du basket, du volley, et donc la partie corps à corps. Et il y a toujours une démonstration, si tu veux, c'est très codifié, démonstration cadence normale sans commentaire, pam, et puis après démonstration cadence normale avec commentaire, et là on explique, pratique libre, puis on revient après sur le... C'est vraiment établi une pédagogie qui est assez structurante. Oui, mais en fait, c'est très bien, parce que souvent, tu vois, on peut voir des enseignants, ou même dans des stages, tu vois, qui expliquent en permanence, mais il n'y a jamais de démonstration à vitesse réelle. Et je trouve que ça enlève une certaine qualité. L'effet waouh, c'est dire, ça marche. Voilà. Parce que si je fais toujours en démonstration cadence lente sans commentaire, ça marche toujours. Ouais, exactement. Hein? Et c'est vrai que des fois, c'est pas forcément expliqué. On se dit, est-ce que ça va marcher en vitesse rapide ? Et nous, ça part tout le temps comme ça. C'est-à-dire même un parcours de combattant, tu fais toujours, tu passes l'obstacle de manière rapide, efficace. Et il dit, ah ouais, ça marche bien. Et après, tu expliques la technique. Puis ça te met aussi en avant, vu que tu es l'enseignant et tu montres que toi,
tu attends des autres ce que toi, tu es capable de faire. C'est ça. Et puis, bon, les gens te respectent aussi. Ils se disent, ah ouais, bon, ok, l'instructeur, wow, il fait bien, quoi. Et à partir de là, ça te permet d'avoir une certaine légitimité sur ta pratique. Oui. Dans la pratique, dans l'enseignement, et c'est vraiment quelque chose qui va manquer, quoi. Je pense surtout, tu vois, aux jeunes instructeurs, tu vois, ils ont la flamme, ils ont la pêche, etc. Mais des fois, ils demandent des choses, en fait, qu'ils sont incapables de mettre en place en vitesse réelle. Ils arrivent à l'expliquer parce qu'ils l'ont compris intellectuellement, mais physiquement, il y a un blocage. Ou alors, c'est les vieux sensei. Alors, eux, ils sont passés où ils pouvaient le faire, mais ils ne peuvent plus le faire parce que pour d'autres raisons. Donc là, on arrive à le comprendre, mais ils passent par d'autres chemins, en fait, pour te montrer, en fait, que ça marche. Ouais, mais bon, ils y sont arrivés en amont, ils savaient... Voilà. Mais bon, après, il reste de vieux experts. On regarde Jean-Pierre Lavorato, mais on regarde Hiroru Mochizuki. Quand Ernest Sensei, il arrivait, il n'était pas échauffé, il faisait un soutemi, il balançait l'autre. Voilà, il y a 80 ans. Donc, on peut se dire, et pour ceux qui ne les connaissaient pas, il y a 40 ou 50 ans, quand ils en avaient 30, 40, 50 ans, ça déménageait, quoi. Ah oui, donc, je pense que ça devait déménager 30 ans, 40 ans en amont. Ah, ça, c'est sûr. Donc, il faut que ça soit bâti, quoi, sur l'expérience du vécu, quoi. Ah oui, si on ne passe pas par une case vécue, je pense qu'il manque quelque chose au final, quoi. C'est sûr qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose au final. C'est comme pour rester dans le monde militaire. Si tu essayes d'enseigner les gars le combat et que toi, tu n'as jamais été au combat, je pense qu'il manque quelque chose, quoi. Le vécu amène une vraie sensation, une vraie réflexion, une vraie humanité aussi à l'intérieur dans le travail, quoi. Et je pense que les autres le ressentent. C'est pour ça qu'ils se spécialisent, hein, vraiment des unités d'élite. Bon, tout le monde, c'est pas parce qu'on est militaire qu'on est capable de partir au combat. Moi, j'étais prof de sport, j'étais pas non plus. Je suis d'accord. J'étais pas prêt à partir au combat non plus. Et psychologiquement, dans la tête, ça doit être très difficile, quoi. Ouais, non, mais je comprends bien. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens qui soient devant, qui soient des locomotives, qui soient déjà passés par là, et qui aient un partage d'expérience. C'est ça. C'est ça. Donc ça, c'était ma première partie à Fontainebleau. J'avais pris karaté, d'ailleurs, pour la petite anecdote. Et pour l'examen, j'avais un petit examen, ça s'appelait l'animateur régional de karaté. Je ne sais pas si ça existait, animateur régional. Et en jury, j'avais Patrick Suard. Patrick Suard. Patrick Suard, voilà. Je crois qu'il faisait les katas. Oui, c'était un grand compétiteur. Ouais. Il venait régulièrement sur Toulouse, d'ailleurs. Donc il était venu nous évaluer pendant notre passage, là. Et j'étais ceinture marron, et il me regarde comme ça, il me fait ça fait combien de temps vous êtes marron? Il me dit vous devriez faire du Shotokan. Il est encore temps de changer. D'accord. Donc bon, je me suis dit, là, c'est bizarre quand même. Bon, l'ouverture, enfin, le Shotokan, c'est peut-être pas très, très connu. Et du coup, il me dit, bon, ceinture marron, vous devriez faire du Shotokan. Bon, j'avais continué quand même dans mon style, je n'avais pas tenu compte, mais ça m'avait un petit peu marqué, je m'en souviens, tu vois, 30 ans après. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'ils me disent ça. Bon, voilà. Mais j'avais quand même eu mon petit diplôme d'animateur régional à la fin. J'étais retourné, du coup, donc, après en unité. Donc là, j'étais à Saint-Mex à l'école. Et j'avais commencé à faire mes premiers cours. Voilà, j'avais 20 ans, quoi. Ça s'est passé comment, ces premiers cours, alors, avec ces enfants? Je sais plus, mais j'étais content quand le cours était fini, quoi. J'étais ouf, le mercredi après-midi est passé. Après, j'allais faire un cours de VTT, je crois. Bon, c'était beaucoup plus simple. Et après, j'avais ouvert du coup aussi directement le cours adulte. Et bon, voilà, c'était un peu plus simple à gérer. J'avais un super dojo aussi dans la caserne, là. C'était magnifique. Et donc après, une fois que j'étais ceinture marron encore, donc j'ai commencé à donner mes cours en tant que ceinture marron. À l'époque, comme j'étais moniteur de sport, ça gênait pas vraiment. Voilà, c'était dans la caserne, il n'y a pas trop de problèmes. Et j'ai passé quelques années après mon premier dan, je crois en 96, et donc de 92, enfin on va dire 93 à 96, voilà, j'ai enseigné en tant que ceinture marron. Tu as continué donc à enseigner en tant que ceinture marron, et qu'est-ce qui s'est passé après?
Alors, les grands événements, on va dire, si je suis un petit peu mon fil conducteur, quand je suis... Donc là, j'étais jusqu'à 2001 à Saint-Mexan à l'école. Donc là, cours classique, mais en fait, je m'alimentais par les stages, en fait. Bon, voilà. Moi, j'apprenais à travers les stages. Il y avait 2 stages à Toulouse, 2 gros week-ends, plus un stage d'une semaine, un stage d'été. Enfin, ça durait 15 jours. Moi, je faisais qu'une semaine à Sérignan-Plage. Et donc, je me suis alimenté vraiment des stages de nos sensei, Shotokai, purement Shotokai. Alors, le Shotokai, c'est comme un Shotokan. Il y a un style, mais fait à la disparition du maître Murakami. En 1987, les styles se sont un peu, enfin les élèves se sont un peu séparés, scission, et chacun a évolué ou pas. Donc soit on est resté dans un côté très traditionnel, moi c'est le courant dans lequel j'étais, le groupe Mushinkai. Eux, ils sont restés vraiment figés, entre guillemets, sur le travail du maître Murakami. Ils ont essayé vraiment de rester, de respecter vraiment ce travail-là. Et d'autres groupes ont fait évoluer à leur façon, ce qui n'est pas forcément mauvais, chacun fait comme il veut. Et donc voilà, je faisais ces stages-là et je me nourrissais vraiment de ces stages. D'accord. Et donc tout le reste du temps, est-ce que tu avais des partenaires d'entraînement en dehors des stages ou à part tes élèves? Mes élèves étaient tes partenaires. Étaient mes partenaires, mais sauf quand tu vas en club, tu as des ceintures blanches, jaunes, mais tu apprends beaucoup de tes élèves, on est d'accord. J'ai appris que pendant les stages et avec mes élèves. Bon, c'est une façon d'apprendre malgré tout. Et encore maintenant, je leur dis tout le temps, ils me disent merci, mais je leur dis merci aussi à vous, parce que j'apprends, parce qu'il me faut réfléchir, corriger, et en fait, ça me permet de trouver des idées et de progresser aussi. Oui, et puis en même temps, toi, de travailler aussi, de consolider toutes tes bases, et on sait que les bases, les kions, etc., les bases ne sont pas quelque chose de basique, mais sont des choses fondamentales, un socle, quoi. Donc c'est les fondations. Donc alors que quelque chose de base, souvent on dit que c'est basique, quoi. C'est peut-être basique en apparence, mais on peut aller très très profondément à l'intérieur, et c'est ce qu'on va voir, la différence entre quelqu'un qui pratique, on va dire, qui a 2 ans de karaté et qui va faire un premier kata, et que le même kata va être exécuté par quelqu'un qui a 30 ans de pratique. Il ne va pas y avoir la même chose à l'intérieur, ou alors il y a vraiment un très gros problème. C'est ça. Et donc du coup, pour le coup, c'est là où le Shotokai, enfin du moins la façon, le groupe avec lequel j'ai travaillé, on travaille vraiment des bases solides. Et encore maintenant, c'est les bases, le socle, donc les appuis, le Zenkutsu, voilà, tous les principes de base, on les a travaillés, ce qui fait que malgré tout, si je sors un petit peu du groupe, je pense que j'ai des bases pour m'adapter à une autre situation. Et si on n'a pas ce socle vraiment très fort, je pense, au départ, et qu'on commence par tout le temps aller à droite, à gauche, je ne suis pas sûr que ça soit... on arrive vraiment à développer un bon karaté, entre guillemets. Ouais, je suis assez d'accord. C'est souvent, on me pose la question, oui, mais à partir de quand on pourrait aller voir une autre discipline ou voir un autre style Et souvent, pour ma part, c'est attendez d'avoir des bases solides, comme tu disais. Un premier dan, déjà, c'est un minimum requis. Ouais. C'est vraiment un minimum requis. Et après, ça va dépendre du volume d'entraînement. C'est toujours pareil. C'est quelqu'un qui va s'entraîner 2 fois et qui va faire 2 fois à côté, ou s'il s'entraîne 5 fois dans son style et 1 fois par semaine, il va faire autre chose. Ou en week-end, il va faire autre chose. On n'est plus dans les mêmes proportions. Tout à fait, oui. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à aller à la rencontre d'autres styles? Alors, si je reprends mon fil conducteur, donc une fois que j'ai quitté Saint-Mexan à l'école, je suis parti, j'ai été muté en Bretagne. Et là, pour le coup, mon professeur, pareil, Michel, qui est parti vivre sur La Réunion, je me suis dit, bon, les stages, j'ai un peu coupé les stages de karaté pendant quasiment 10 ans, je dirais de 2001 à 2011. Alors, j'ai continué à pratiquer, mais personnellement, de temps en temps, j'allais m'entraîner au club de ma ville en Bretagne, mais c'était des Shotokan. Bon, ils m'accueillaient gentiment, donc je faisais des petits entraînements avec eux. Et j'ai passé aussi mon 3e dan quand même, quand j'étais en Bretagne. Personne ne connaissait le Shotokan. Je crois qu'il y a 0 club Shotokan en Bretagne. Je me suis lancé un petit défi. Et entre-temps, donc, pendant ces 10 ans, je me suis mis à l'aïkido. Donc j'ai fait 5 ans d'aïkido.
bien, je me suis vraiment bien investi, c'était très très sympa. C'était l'aïkido d'Iwa Ryu, donc le chef de file c'est Daniel Toutain, et c'est le groupe Saito Sensei. Saito. Et beaucoup d'armes, de jo, de boken, et la relation entre les armes et les mains nues était flagrante, quoi. Et là, j'ai passé un cap, entre guillemets, en matière de clés, de sensations, d'énergie. C'est complètement différent, malgré tout, du karaté, l'aïkido. C'est vraiment la justesse pile du mouvement. Des fois, une petite ouverture de pied, ça peut faire la différence. Et c'est un aïkido quand même assez rugueux, quand même. Hein. C'est quand même assez physique, quoi. Voilà. C'est pas des aïkido des formes beaucoup plus fluides. Là, c'était quand même assez physique. Et donc voilà, donc je continue un peu de karaté et je fais de l'aïkido en parallèle, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus quand tu pratiquais l'aïkido par rapport à ce que tu faisais? Ah, c'est une bonne question. Ce qui m'a surpris le plus, c'est qu'en fait, on ne travaille plus du tout sur des codifications. C'est-à-dire qu'on va réagir de façon directement plus fluide. On n'annonce pas forcément l'attaque et directement, en fait, on est mis dans le mouvement. Alors bien sûr, il y a aussi des travails, c'est japonais, donc malgré tout, c'est quand même codifié. Mais cette capacité à ressentir l'attaque qu'on n'avait pas forcément, nous, en karaté. Du moins en Shotokai, les 3/4 du temps, c'est j'annonce, je fais un Otsuki, tu défends, Geden Barai. Ouais. Je fais ça, tu fais ça, je fais ça, je fais ça. Et c'est bien qu'à un moment donné, on a certaines limites, c'est que si la personne n'annonce pas, ce qu'on voit à partir de 3e dan dans les passages de grade, là je me souviens dans mon 3e dan, je me dis putain mais j'ai jamais fait ça, quoi. J'ai presque fait ça le jour du passage de grade, quoi. Ouais. Et là c'est quand même un petit peu étrange, quoi. Et je pense que ça, il faudrait y arriver plus tôt, parce que c'est pas qu'on n'a pas les capacités de le faire. Hein. Je prends souvent l'exemple avec mes élèves, je leur lance une balle de tennis. Bon, mais ils récupèrent la balle de tennis de façon instinctive. Je dis pas, je te lance la balle de tennis au niveau du visage, tu vas utiliser telle main pour récupérer ta balle. Ben, nous, c'est ce qu'on fait en karaté, quoi. Tout à fait. On dit, ok, tu vas attaquer comme ça, moi je vais défendre comme ça. Oui, ça marche. Ça marche bien. Ouais, et tu vois, c'est exactement la même chose qui s'est passé pour moi dans les arts martiaux philippins. C'est vraiment cette approche très, très pragmatique où on va vers l'inconnu très rapidement. Même si l'inconnu peut être 2 attaques, mais je ne sais pas laquelle. Puis après, on rajoute 3, 4, 5, jusqu'à être complètement libre. Mais en karaté, il y a tellement de codification, à part quand on fait comité. On s'enferme, quoi. Et on s'enferme, et puis le truc qui revient très souvent, c'est que les gens ne voient pas la liaison entre ce travail qui est très technique, très cadré, et le comité après. Donc le comité, je ne parle pas forcément de combat, de compétition, qui a complètement évolué, mais juste comité. Juipon ou comité tout court, randori en salle, où on est libre. Et la liaison entre les deux, en fait, il n'y en a pas vraiment. Dans le sens où ce n'est pas une liaison technique, c'est plus une liaison pédagogique, à mon sens. Oui, si c'est bien amené, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de voir venir un tsuki, un mawashi, mais si on ne l'a jamais mis en pratique, cette lecture, hein, comme on parle souvent de yomi, de la lecture, bah, si tu ne l'as jamais vu, qu'on t'a toujours dit je vais faire mawashi geri, bah, le jour où on ne te le dit pas, tu ne vois pas. Ah, tu le vois pas et tu le prends. Tu le prends. D'ailleurs, pendant mon passage de grade en Bretagne, là, c'était le 3e dan, donc, Juipon de comité, il me balance un Jodan mawashi geri. Ouais, je ne le vois pas arriver, mais au dernier moment, j'ai baissé la tête comme ça. Ça m'a touché les cheveux et hop, il m'est passé par-dessus. Et du coup, bon, là, j'ai plutôt bien réagi. J'ai mis un Aito. Du coup, sur le papier, on s'est dit, wow, c'est peut-être pas mal, mais en fait, je ne l'ai pas vu venir du tout, quoi. Mais bon, je ne l'ai pas pris, ce qui est l'essentiel. Ouais, non, mais c'est ça. Mais je n'étais pas du tout prêt à ça. Est-ce que ces expériences, donc, entre ce passage de grade, cette évolution dans l'aïkido, t'a amené, en fait, à te préparer toi et en même temps tes élèves pour aller plus vers l'inconnu? Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que du coup, j'enseignais plus trop le karaté. Je faisais des petits cours au sein de ma caserne. Mais bon, je leur faisais plus du tior, finalement. Puis j'avais mes élèves aussi, par contre, en tior. Donc j'ai adapté un petit peu les cours tior par rapport à ce que je savais faire en plus. Mais le tior, c'est assez libre. Technique d'intervention opérationnelle rapprochée.
Et donc ça a été créé dans le cadre de Vigipirate à l'époque. Et donc c'était un peu moins bourrin que le CAC, où le CAC c'était vraiment sur le terrain en combat, quoi. Voilà, c'était pour tuer, les étranglements avec sang, sans sang. Opérationnel. Donc là, le TIOR, c'était plus dans le cadre de Vigipirate, maintien de l'ordre. Et donc je donnais pas mal de cours de TIOR, ça me permettait de garder, je faisais le lien entre le karaté et l'aïkido, quoi. Le TIOR finalement c'est un peu ça, il y avait des coups de poing, des coups de pied, et puis des amenés au sol, des immobilisations, avec la petite particularité de l'armée, bien sûr. Et donc, sur le coup, tant que je n'ai pas repris dès l'avant karaté, je suis resté sur mon côté. J'étais quand même formaté. Ouais. J'étais vraiment très formaté jusqu'à que j'arrive ici, finalement, à l'Union. Et dans cette formation, même quand tu avais le TIOR, etc., est-ce que tu les as menés dans des situations un petit peu ouverte, on va dire, où ils se retrouvaient, où c'était toujours, à l'époque, un enseignement qui était, voilà, on m'attaque comme ça, il faut que je réagisse comme ça, c'est quelque chose qui est tout le temps fait, quoi. Donc, où tu les as menés progressivement à de la réactivité, à de l'adaptabilité. Pas tant que ça à l'époque, on restait quand même assez formaté, quoi. C'était attaque au couteau de face, attaque en pique à glace, il m'attaque, il me reprend en revers. Mais par contre, j'avais compris, en Shotokai comme ça, qu'il fallait être fluide. C'est-à-dire que c'était pas, en Shotokai, on ne fait pas de gono-sen. Il n'y a pas de blocage, c'est que de la déviation, on rentre dans l'axe, notion d'irimi, rentrer dans l'attaque. Donc, j'ai jamais fait vraiment des percussions pour après frapper derrière. Donc, cette fluidité, oui. Ça, je l'ai toujours bien compris. L'aïkido m'a aidé aussi. Mais bon, cela dit, c'était l'aïkido est finalement un petit peu le Shotokai, c'est un peu d'aïkido, qu'on se reconnaît vraiment dans le travail, quoi. On peut passer de l'un à l'autre. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a créé l'aiki karaté-do à un moment donné. Bon, c'est pas trop développé, mais je comprends un petit peu son état d'esprit, de pouvoir faire le lien entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de hirimi aussi en aïkido. Il n'y a pas de blocage, donc on se retrouve assez avec les concepts d'aïki. Ouais. Mais c'est là où c'est intéressant, parce que si on regarde un petit peu de façon très rapide, on voit l'aïki qui peut être bien rond, alors qu'on regarde le Shotokai, c'est droit. Et en même temps, si tu te dis, oui, mais ça se rejoint, parce qu'il y a les principes à l'intérieur. C'est pas juste la forme de corps, c'est ce qui régit la forme de corps, c'est le principe. C'est ça. C'est ça, on a le principe... Alors, comme je te disais tout à l'heure, il y a plusieurs courants Shotokai maintenant. C'est comme si on voit Bernard Bidiki, Laborato, c'est pas du tout la même chose, et ils sont Shotokan. Nous, c'est un petit peu la même chose, mais on va dire il y a les principes fondamentaux, je pense, qui restent quand même dans la pratique. Donc, comme on l'a dit, la fluidité, la déviation, l'ancrage, les positions basses, des attaques pénétrantes, donc kekomi. On fait très peu de kiage, de choses comme ça. On est toujours dans la pénétration. Et l'anticipation. Je pense que c'est un trait de caractère, l'anticipation qu'on travaille. J'ai vu nulle part ailleurs ce travail justement d'essayer de se placer face à quelqu'un, les yeux dans les yeux, et tout doucement de se placer et d'attendre le moment opportun pour attaquer. C'est tout le temps, ok, tu m'attaques, pam, 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 je fais de façon assez machinale. Nous, on ne travaille pas du tout comme ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on salue ensemble, on se relève ensemble, on se met en harmonie. Il y en a un qui descend, qui annonce Chonan no Itsuki, voilà, l'autre il sait qu'il va faire du Nageuke, mais il recherche le moment pour rentrer dans l'attaque. Et cette notion, je ne l'ai jamais retrouvée ailleurs, de concentration, parce qu'au final, c'est pour ça qu'on peut répéter pendant des années la même technique. On recherche le mouvement parfait, l'irimi parfait, l'anticipation parfaite. Et quelque part, ça, on ne le voit pas trop ailleurs, quoi. C'est beaucoup plus mécanique. Je comprends ce que tu veux dire. C'est un développement, c'est comme, je tire mon sabre, je fais qu'une fois ça, ou je tire un kyushu, je tire ma flèche. On peut dire, c'est bon, une fois que j'ai tiré une flèche, je tire une flèche, quoi, je sais le faire. Donc nous, c'est pareil, on sait faire Gelen Bahai, on sait attaquer Oitsuki, mais on le refait quand même. On cherche vraiment l'accomplissement du geste. D'accord. Petite pause rapide avant de reprendre cette discussion passionnante.
Si tu veux continuer à progresser dans ta pratique, suivre des formations complètes, récupérer des idées pour tes prochains cours ou pour ton entraînement personnel, je t'invite à jeter un coup d'œil à Imagine Arts Digital, la plateforme de streaming dédiée aux arts martiaux. Des ressources vidéo pour nourrir ta pratique au quotidien. Après, comment ça se passe en fait ton retour de Bretagne ? Donc, une fois que j'étais en Bretagne, ça faisait 15 ans en armée, j'avais décidé d'arrêter. Voilà. C'était déjà pas mal, comme moniteur de sport. Et je me suis dit, reconversion, qu'est-ce que je fais ? Et comme j'étais prof de sport, je me dis, je vais être coach sportif à domicile. Et à l'époque, en 2008, on a été très peu nombreux. Franchement, on était une minorité sur Internet. J'avais fait un petit site Internet, on devait être 2, 3 être référencés, donc ça allait très bien. Les gens me trouvaient directement. Je remplissais mon carnet assez rapidement. Et je n'ai pas tout de suite repris le karaté. Je suis rentré en 2008, été 2008. Et pendant 2-3 ans, je n'ai plus pratiqué. D'accord. Donc, je suis allé une fois, je suis retourné à Bonnefoy. Donc, il y avait un enseignant qui était en place. Je fais quelques cours. Et puis, j'ai arrêté. Je m'étais attrapé une sciatique. Je dis, j'arrête. Et en même temps, j'avais aussi une dysplasie de hanche. C'est un défaut de couverture de la tête fémorale. Et du coup, j'avais de l'arthrose. À l'époque, le médecin militaire m'avait dit il faut arrêter de courir. Du coup, je faisais tout du sport, du vélo, du cyclisme, de la muscu. Voilà, j'ai toujours été actif. Et j'ai arrêté la course à pied, par exemple. Et du coup, je n'avais pas trop repris le karaté. Et jusqu'à un jour, je croise aux Argoulets une ancienne. Alors, c'était pas une élève à moi, c'était une élève à mon professeur de Bonnefoy avant qu'il parte à La Réunion. Elle me dit « Philippe, je l'ai déjà croisé en stage, ça serait bien que tu viennes m'aider à donner des cours de karaté. J'en ai parlé à Michel, elle m'a dit « Oui, super, vas-y, demande-lui. » Et du coup, j'ai repris comme ça, je dis « Bon, d'accord. » J'ai repris... le grand hasard. Les premiers cours, premier stage, rebelote, quoi, les cuisses, poum, comme ça. Je dis, mais j'avais oublié. Mais les cuisses, elles avaient oublié aussi. Et voilà, donc j'ai repris comme ça. Là, c'était, avant d'être à l'Union, j'avais un petit club au TUC Matabio, donc en plein centre vers Jeanne d'Arc, dans une petite école, j'ai une toute petite salle. Et je faisais la muscu à 300 mètres, là, le bâtiment juste avant. Et je voyais un bâtiment pousser, là. Je me dis, c'est pas mal ce bâtiment, c'est quoi ? Et je discute, on me dit, c'est un dojo. Je dis, un dojo, ça m'intéresse. Et du coup, je me suis positionné, et puis c'est parti ici pour le karaté. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à changer ma pédagogie, parce que là, volontairement, j'ai pris des coupes ados. Voilà. J'ai ouvert des cours karaté santé. J'avais fait la formation karaté santé avec la Fédération française de karaté à Montpellier. Et donc, j'ai ouvert 2 cours karaté santé, le cours ado, un cours enfant, mais là, c'est pas moi qui m'en occupe, et le cours traditionnel, et cours karaté jutsu aussi. J'appelais ça salle défense, pour amener un petit peu de monde. Enfin, c'est du karaté jutsu, hein. On a 2 bras, 2 jambes, donc c'est ça. Je n'ai rien inventé. C'est Higoshin, voilà. C'est ça, je fais un petit mélange de Tior. Au départ, je me dis, je vais mettre du Tior, et puis du karaté, et puis ça s'est fait comme ça. Ouais, t'as mis ta sauce dedans. J'ai mis ma sauce, voilà. Et là, j'ai commencé quand même à... Mais ça me fait du bien aussi, hein, parce que du coup, je me dis, je fais une technique. Mais ça, je l'ai dans un kata, ça. Alors que je ne l'avais pas forcément réalisé. Mais en le faisant, j'ai retrouvé la sensation. Je dis, cette sensation, je la connais. Et souvent, moi, ça marche comme ça. C'est-à-dire, en fait, cette sensation, je la connais. Et là, je reconnecte par rapport à un kata. Je me dis, une idée de bunkai. Mais c'est ça qui est intéressant, tu vois, dans le principe... et pas de réfléchir à comment je pourrais expliquer d'une certaine façon le bunkai. C'est plus l'inverse, en fait, c'est la sensation qui te ramène vers le bunkai. C'est ça. Moi, de plus en plus, en fait, ce qui m'importe, c'est la sensation. Je dis, cette sensation-là, je l'ai. Je la connais. Pourquoi ? Parce que je l'ai répété en faisant des katas, sans faire forcément du bunkai. Je n'ai pas cherché à faire... On fait très peu de bunkai en Shotokai, enfin, du moins à l'époque. Ça commence à venir aussi, un peu comme tout le monde, mais Et ce travail de sensation, je l'ai développé à force de faire des centaines de fois des katas, quoi. Nous, comme on travaille de façon quand même très, on va dire très conventionnelle, on a toujours notre partie kata en fin de cours, quoi. C'est comme la gymnastique, on appelle ça gymnastique et pas un échauffement. Souvent,
bon, c'est les stages, c'est un peu différent, mais on fait juste des échauffements, on s'échauffe. Mais on ne va pas progresser sur nos qualités physiques pendant l'échauffement. Ah non. Nous, on a une gymnastique, c'est-à-dire que la gymnastique dure 20 bonnes minutes, avec des assouplissements, du renforcement, de la mobilité. C'est très protocolaire, mais il y a un avantage. Ça porte ses fruits. Voilà, il y a un avantage, c'est que les gens, je vois mes élèves, sont malgré tout souples, comparé à certains clubs où ils font du karaté, mais si en dehors du cours, tu ne fais pas ta part d'assouplissement et tu fais juste tes 2 fois 1h30 par semaine, en fait, tu ne développes pas tes capacités physiques. Donc tu vas progresser en technique, mais pas en physique. Et bon, voilà, on sait bien que le corps, c'est quand même le socle du karaté, quoi. Hein. C'est ça. On a beau dire l'esprit et la technique, mais si on n'a pas le corps avant... il faut du corps. Hein. Ça a ses limites, quoi. C'est ça. Et cette gymnastique, vous la placez où, en fait, après l'échauffement articulaire, etc., juste après? Non, c'est direct. On commence gymnastique. D'accord. Et c'est un protocole. En fait, la gymnastique sert d'échauffement. Voilà, c'est immuable. C'est-à-dire que la gymnastique est toujours la même. Il y a un ordre bien précis. D'accord. Des respirations. Et la gymnastique, c'est comme un kata. Voilà. C'est comme un kata, même dans la façon de compter. C'est pas ich, ni... C'est coulé. Ich, ni, san, chi. C'est comme... Voilà. Mais en fait... Ouais, exactement. Mais le rapport, on n'est pas dans le blocage, on est dans la déviation. Et ça a été pensé de la gymnastique jusqu'à la fin du cours, cet état d'esprit de changement. Donc la gymnastique fait déjà partie, c'est comme un kata. C'est déjà partie de notre façon de faire. La fluidité, la respiration. Dès qu'on a fini un mouvement de gym, on repart, on respire, on va de l'autre côté ou du même côté. Mais il n'y a pas de « toc, je m'arrête ». Non, tout est lié. Le concept est plutôt bien pensé. C'est bien, parce que ça me fait penser à ce qui se retrouve un petit peu, tu vois, en Shodokan Goju-ryu, avec Oshiro Sensei et son sensei Kiona Sensei. Ils ont toujours, on va dire, gymnastique. Ils ont toujours la même entrée qui change quasiment jamais, quoi. Quand j'y étais en 2009 et 2019, c'était toujours pareil, en fait. Tu fais toujours le même échauffement, avec les mêmes enchaînements, avec les mêmes frappes, les mêmes levées, les mêmes élévations de genoux avec frappe, avec intensité, donc les reprises de respiration, tu vois, Mais on peut s'appuyer sur quelque chose. On a quelque chose qui est ancré et qui fait progresser quand même. Alors bon, moi, je m'autorise quand même de temps en temps, mais à 90%, je fais cette gym-là. D'accord. Du moins pour les cours traditionnels. Karaté santé, c'est un petit peu différent. Mais de temps en temps, je change un peu parce que j'ai envie de travailler autre chose, une mobilité qui n'est pas dans le programme, mais dans l'échauffement, dans la gymnastique. Mais c'est plutôt quand même très bien fait, je trouve. Et force est de constater, c'est que même les personnes âgées, ils ont encore de la souplesse, de la mobilité. Donc je me dis, cette gym est quand même efficace. Ou bien ceux qui sont les plus mauvais, entre guillemets, physiquement, sont partis, il reste que les meilleurs, peut-être aussi. D'accord. Ça fait un trio aussi dans la pratique. Comment tu intègres ton travail d'aujourd'hui, en fait, en tant que coach sportif? En quoi cela t'aide dans ta pratique ou dans ton enseignement? Alors là, c'est pareil. Moi, je me suis directement spécialisé en 2008, plutôt dans le travail de santé. Et je me suis formé en pilates, dans un premier temps. Et directement, j'ai fait le lien entre le karaté et le pilate, rien ne serait-ce que dans les principes, première page, principes du pilate, fluidité, concentration, contrôle, centrage. Mais du coup, je dis, ça me parle. Et ce travail de muscles profonds, périnée, transverse, je me dis, ça me parle aussi. On le travaille tout le temps. Nous, on dit hara, c'est un peu vague, hara. Le ventre. Hara, kushi, les hanches. Mais bon, c'est un petit peu vague. Et après, je me suis dit, c'était la mode un peu du yoga. Je me suis formé aussi en yoga. Alors, pas à un haut niveau, je ne suis pas... mais j'ai acquis les petits principes de base pour faire des petits cours de yoga. Et là, c'est pareil. Donc, c'était plus périnée, c'était Mula Bandha. Transverse, c'est Uddiyana Bandha. Jalandhara, au niveau de la gorge. Je dis, ça, c'est pareil, quoi. Je tire, pam, hop, posture, hop, je rentre le menton, j'abaisse mes épaules, je descends mes omoplates. Ça, c'est pareil. On a ça aussi dans le karaté. Donc, en fait, ça m'a permis aussi de l'intégrer de façon aussi un peu plus claire dans le karaté.
Et de façon différente aussi. Et de façon peut-être un petit peu différente, parce que, bon, à la base, à part, serrer le ventre, expirer, relâcher les épaules, bon, il manque des petits éléments anatomiques, on va dire. Et donc le yoga c'est pareil, quoi. Les premières postures, posture du guerrier. Posture du guerrier, ok. Donc là, je vois, c'est mon Zenkutsu, quoi. Guerrier 2, guerrier 1, les hanches passent, donc c'est un petit peu la même chose. Et donc là, c'est à ce moment-là que je pense que je me suis dit, karaté santé, ouais, super. Je vais me faire la formation karaté santé. Et je ne sais pas si j'ai ouvert tout de suite, parce que j'étais encore à Matabio. Je ne sais pas si j'ai ouvert un club karaté santé quand j'y étais. Je pense que c'est quand je suis arrivé ici, en 2020 ou 2019, que j'ai commencé directement à intégrer le karaté santé. Et au départ, je me suis dit, bon, je vais faire du yoga, du pilates, hop, un peu de karaté. Et plus ça va, plus on fait du karaté. Et les élèves de karaté santé, maintenant, font le cours de karaté traditionnel, ils font tous les cours. Donc tant mieux. Comme quoi ? Tant mieux. Oui. Tant mieux, parce que ça me permet de recruter des fois des personnes et de les amener petit à petit à faire du karaté traditionnel. Et ils s'aperçoivent que, bon, on ne se tape pas dessus non plus. Il n'y a pas que ça dans les arts martiaux, quoi. C'est beaucoup de techniques et de placement, de posture. Et les gens du karaté traditionnel, maintenant, viennent aussi au karaté santé parce que ça me fait vachement de bien, quoi. Parce que là, on revoit vraiment les bases, les alignements, les postures, la colonne, l'autograndissement, l'alignement. Et ça, du coup, après, ça leur fait un petit plus aussi dans leur karaté traditionnel. Et surtout qu'ils prennent le temps de se recentrer sur eux et de ce qu'ils ressentent. C'est une chose qu'on parle souvent, c'est la sensation, pas que de l'autre qui me donne, mais c'est la sensation que moi j'ai et qui part de l'intérieur pour jaillir à l'extérieur. Exactement, ouais, c'est ça. Et le pilates, c'est la première chose que tu apprends, c'est que ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Quand tu fais un mouvement, le mouvement il est déjà parti ici du périnée, en l'occurrence, en pilates, c'est comme ça que tu le formules. Et après, tu engages des transverses, et après, tu as l'aboutissement, c'est la partie finale de ce qu'on voit. Et on le voit très bien, quand tu vois les gens, c'est les épaules qui bougent, on voit très bien quelque chose qui n'est pas intégré, quoi. Ça ne part pas du centre, quoi. Ça m'a fait un petit cap, on va dire, dans ma pratique. Voilà, de comprendre ça aussi. Ça m'a fait évoluer. Et au niveau pédagogie, là c'est pareil. Là, j'ai vite compris aussi que des allers-retours, au bout d'un moment, il n'y a plus personne, quoi. Des sauts de canard. Oui. Des sauts de canard. Nous, on faisait beaucoup de sauts de canard en Shotokai. Alors, c'est pareil. Je vois certaines personnes âgées continuer à faire de sauts de canard et ont toujours fait de sauts de canard. C'est plutôt des sauts de lapin. On dit pas des canards qui sautent. Ouais, c'est plus des sauts de lapin. Mais ils arrivent toujours à en faire. Ils ont 73 ans, 74 ans, 75 ans. Et ils ont gardé cette mobilité, cette puissance dans les hanches, dans les jambes. Si c'est bien fait, anatomiquement, ça peut le faire. Le problème, c'est que les gens ne le font pas forcément bien. Et là, ils se pètent les chevilles, les genoux, les hanches. Mais si on a la bonne ouverture de hanches, le bon déplacement, je ne vais pas dire... Au départ, pendant un moment, je m'étais dit, ça, c'est pas bien. Il faut surtout plus faire de sauts de canard. J'en reviens un petit peu. Je pense qu'en faire un petit peu, c'est régulièrement. Pourquoi pas. Jusqu'à un certain âge, après, c'est toujours pareil. Non, mais c'est pareil que comme quand on parle de squat. C'est un squat profond. Il faut développer pour pouvoir le faire. Il faut pouvoir avoir une bonne ouverture de hanche, mais aussi la mobilité des chevilles, l'alignement, sinon tu t'abîmes. Ça va avec. Ça va avec. Si tu as la bonne technique, tu peux te permettre de faire des choses que si tu n'as pas, forcément tu te blesses, quoi. Un squat, c'est vrai qu'avant, on dit surtout pas de squat profond. Bon, maintenant, voilà, il faut faire des squats profonds, c'est super bon pour les hanches. Ce qu'on appelle la triple flexion, cheville, genou, hanche. Et bien souvent, les jambes, soit sont verrouillées ici, soit là, soit dans un endroit. Et bon, voilà. Donc, ce travail pour en dire de gymnastique, ça a quand même des avantages, c'est que ça nous prépare vraiment le corps à perdurer. Et d'ailleurs, le maître Murakami disait il faut casser le corps. Et les gens disent casser le corps, ils prenaient ça de façon un peu péjorative. Pourquoi il faut casser le corps ? En fait, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il faut casser le corps, préparer le corps, enlever toute cette tension, surtout de nos sociétés à nous. Je pense que chez eux, ils sont quand même déjà un peu plus souples au Japon que chez nous. Et donc, casser le corps, c'est enlever toute cette tension inutile dans le mouvement, où je vais mettre de la force là où il ne faut pas en mettre. Et la gymnastique était conçue pour ça, c'est-à-dire pour fatiguer le corps. Et quand le corps était bien fatigué, bien souple, bien relâché, là,
on mettait beaucoup moins de tension dans les épaules. Mais ça c'est une chose que j'amène beaucoup, tu vois, dans les arts martiaux philippins. En karaté, je le fais, mais pas souvent. Dans les arts martiaux philippins, je le fais beaucoup, et souvent, tu vois, par exemple, quand on travaille au couteau, etc., il faut avoir une tension musculaire, mais il ne faut pas avoir une crispation. Et on me l'a fait vivre à maintes et maintes reprises, où mon maître d'armes, bon, ben voilà, il m'épuisait. Ouais, non, mais voilà, il m'épuisait physiquement. En fait, j'avais les bras, mais... Pouf. Donc il fallait trouver autre chose. Donc quand tu travaillais après, ben, tu ne pouvais plus en fait te contracter comme tu l'étais il y a une demi-heure, parce que tu avais tellement donné que tu travaillais différemment et tu étais beaucoup plus relâché. Et je pense que ce côté de casser, c'est de casser ce côté rigide ou de contraction, parce qu'il y a une sensation aussi de peur, de restriction, de trop vouloir en faire. On va trop mettre alors qu'il faut juste mettre ce qu'il faut au bon endroit. Juste. Le problème, c'est le juste. C'est ni trop ni pas assez, quoi. Il faut trouver la différence entre la tension et la contraction. Parce que on dit qu'il faut être détendu. Oui, mais bon, si tu es détendu, tu tombes, quoi. Il faut quand même avoir une certaine tension. Et ça, c'est le plus dur, je pense, à trouver chez les pratiquants. Je pense même avancer, je vois que c'est dur, c'est des blocs, quoi. Ouais, et puis ça amène à un autre problème, c'est que s'ils n'ont pas cette bonne tension, ça ne leur permet pas de reballer, de bouger, de continuer, donc d'avoir une fluidité après. Ah oui, tension, relâchement. Et voilà, donc c'est vraiment d'avoir cette capacité à se mouvoir après le mouvement. Il y en a, oui, ils vont délivrer un coup de poing qui est ravageur, mais par contre derrière, pendant 3 secondes, il n'y a plus rien. C'est ça, ils ont tout donné. Ils sont bloc. On a jeté le bloc, mais le bloc, c'est un cube. Après, il faut refaire un effort pour que ça rebouge. C'est le principe souvent qu'on entend en Yosekan, avec l'ondulation et le fouet, là, cette capacité d'accélération, et dès que c'est fait, hop, ça relâche, quoi. Ça, c'est... Je pense qu'il y a du travail. Il y a des années de travail. C'est ça, et puis c'est essayer d'avoir un corps, tu vois, je reprends l'image du rocher, en format cube, quoi. Là, une fois qu'il est posé, il faut mettre beaucoup. Alors après, au fur et à mesure de la pratique, ça devient, tu vois, on gomme un peu les angles, etc. Et jusqu'à arriver à une boule, tu vois, qui soit toujours ancrée, mais qui puisse bouger. Et dès que je mets un mouvement, hop, j'ai juste à la toucher un tout petit peu et elle va changer de direction, tout en étant lourde, compacte. Oui, elle n'a pas changé en densité, quoi. C'est ça. La densité est importante, ouais. Au niveau des appuis, au niveau du relâchement. Ouais. Mais bon, c'est pas facile, il faut vraiment beaucoup pratiquer. Moi, j'ai la chance dans mon travail, justement, tous les jours, je fais d'échauffement avec les personnes que je coach, je fais du gainage avec eux, je fais du pilates, je fais des postures. Je ne fais pas tout, parce que sinon je fatigue en fin de journée, mais je fais beaucoup. Ouais. Et du coup, plusieurs fois par jour. Donc ça me fait un bien fou de travailler à chaque fois mon périnée, mon transverse. Quand tous les jours, on fait 2 entraînements par semaine, tous les jours on va au boulot. Qu'on est assis toute la journée. Pour compenser 35 heures à minima sur une chaise avec 2 entraînements d'1h30, parce qu'avant on fait des entraînements de 2 heures, mais ça se fait de moins en moins. Là, ça devient difficile. Ouais. Mais du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de dos, d'épaule, parce que ils arrivent au cours de karaté, ils s'échauffent un peu, et puis après, ils y vont à fond. Mais bon, le corps, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à ça. C'est ça. À travers toute cette évolution, donc coach sportif à l'armée, coach sportif tous les jours maintenant, avec du karaté santé, du karaté traditionnel, du karaté jutsu, toujours avec ce tronc commun donc de karaté Shotokai. Comment tu vois ton évolution maintenant dans l'avenir, et même, on pourrait dire, de ta pratique du karaté du Shotokai? Mon évolution, moi j'essaye de continuer à pratiquer avec bienveillance avec mes élèves. La première chose qui m'anime, c'est ça, c'est faire un club, on va dire, qui fédère, qui permet d'avoir du contact au niveau social. Et j'ai beaucoup de personnes finalement âgées,
de plus en plus. Bon, c'est difficile de recruter des jeunes adultes de nos jours. Des ados, oui, mais après, les basculer en adultes et les garder, c'est pas forcément facile avec le... Donc je m'occupe des gens qui sont là, déjà. Et au niveau pratique personnelle, je continue à m'entraîner, du coup essayer de faire des stages un petit peu différents, sortir un peu du Shotokai, pour trouver de nouvelles pistes d'entraînement, de nouvelles sensations. Continue à faire quand même des stages dans mon style. Bon, là, je ne fais pas le stage d'été à Sérignan depuis 2 ans. Mais cette pratique, je l'ai en moi. C'est-à-dire que je suis capable de faire la transition. C'est-à-dire quand je fais du karaté santé, je fais du karaté santé. Quand je fais du karaté Shotokai, je fais du karaté Shotokai. J'essaye malgré tout de m'écarter un petit peu de temps en temps de certaines pratiques trop rigides pour m'ouvrir justement, essayer de faire progresser aussi mes élèves et qu'ils ne se retrouvent pas plantés sur un passage de grade parce qu'ils n'ont jamais vu de Juippon Kumite, des choses comme ça. Nous, on travaille très peu le Juippon Kumite dans notre style. Donc, voilà, j'essaie d'intégrer un petit peu ça pour moi et pour mes élèves. Après, mon évolution, je continue tranquillement sur mon chemin, quoi. Tant que le corps suit, il n'y a pas de raison. Le Shotokai, par contre, ça reste mon ADN. Bon, voilà. Et j'aime ça, parce que même si des fois on dit c'est quoi ces postures trop basses, mais bon, ça forge le corps. On revient aux fondamentaux. Voilà, on revient à les fondamentaux. Et quand je fais un stage Shotokai pur, je reviens à mes fondamentaux et j'ai plaisir à revenir à mes fondamentaux, quelque chose que finalement j'ai toujours fait. Je suis dans ma zone de confort, entre guillemets. Alors que si je vais faire un stage, peu importe, de taijitsu, pour le masterclass, on a fait plein de... Bon, ça me va bien, voilà, j'aime bien découvrir des nouvelles techniques. Bon, on s'aperçoit quand finalement, tout se regroupe quand même. À un certain moment. À un certain moment, il y avait... C'était quoi la phrase? Il y a plusieurs chemins pour arriver au sommet de la montagne, mais une fois au sommet, tout le monde voit la même lune. Bon, c'est ça. Oui. Ouais. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, tu vois, c'est Funakoshi qui disait... c'est pour mieux observer en fait ta propre montagne, il faut que tu en grimpes une autre. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Tu as un visuel qui est différent. Tu as un visuel qui est différent, tu n'es plus dessus, tu le vois de l'extérieur et le fait de le voir d'un autre point de vue. Et je pense qu'on est dans un monde en 3D, quoi. Et donc, le fait de grimper aussi à côté avec, on revient à ce que je disais au tout début, quoi. Donc, cette structure centrale qui, toi, est le Shotokai, avec toute une pratique transversale qui est à côté, en fait, qui vient nourrir ta pratique centrale. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est une belle image aussi. Je ne la connaissais pas, mais belle image. Et comment tu vois l'évolution du Shotokai, le style, à travers tes yeux, toi, d'enseignant, parce que tu interviens aussi dans des séminaires, c'est nationaux. Alors, depuis 2007, on a créé la France Shotokai Karaté-Do. C'est l'organe représentatif du Shotokai au niveau de la fédération. Donc ça recoupe justement ce que je te disais, tous les courants Shotokai. Et une fois par an, donc soit en zone sud à Montpellier, soit en zone nord à Paris, on se rassemble. Le principe, c'est qu'on est 5, 6, 7 intervenants, mais pas forcément experts. On n'a pas voulu dire, OK, on a des experts. Avant, on avait des experts, on fonctionnait avec des experts. Depuis quelque temps, on n'en a plus que 2. Les autres sont partis pour différentes raisons. Et donc, on intervient, mais sans jugement, justement pour croiser, pour voir comment travaille l'autre, échanger et prendre un petit peu ce qui est bon dans chaque style. Et vraiment, l'objectif, voilà, c'est quand même de se faire un peu plus connaître. Parce qu'avant, il y a 20-30 ans, les passages de grade, c'était pas facile. Là, on existe. Quand il y a un passage Shotokai, en général, on demande quand même à un jury, au moins un jury, d'être du style. Donc ça, c'est quand même une grosse avancée. Je pense que c'est grâce à FSK. Après, au niveau de l'évolution du Shotokai, alors les gens vieillissent. Nos sensei vieillissent. Donc forcément, on va les perdre à terme pour certains. Et la responsabilité, justement, c'est pour les plus jeunes, quoi. Donc ma génération, c'est difficile d'avoir derrière du monde qui pousse. Donc est-ce qu'on reste dans du Shotokai traditionnel? Est-ce que je m'écarte un petit peu du chemin pour fédérer un petit peu plus? Moi, je suis un petit peu toujours un petit peu tiré des deux côtés. Dans un sens, respecter mes maîtres,
et rester vraiment focus sur ce qu'ils m'ont appris. Et de l'autre, m'écarter un petit peu pour faire ma patte un petit peu, ma façon de travailler qui me convient peut-être un petit peu mieux. Donc c'est difficile. Je comprends. Après, je ne sais pas si ça peut t'aider, mais il y a toujours, comme on dit, tu vois, c'est vénérer des cendres ou alors entretenir la flamme. Donc Murakami, il est parti, il est parti jeune en plus. Ah oui, bien sûr. Donc il n'a pas, je pense qu'il n'a pas achevé ce qu'il avait pensé, ce qu'il voulait faire après du Shotokai plus tard. C'est qu'une spéculation de ma part. Bien sûr. Il est arrivé à un point, on va dire, je vais reprendre l'image de la montagne. Donc c'est le pic, tu es en haut, mais avec plus un volcan. Et tu as ta base. Et ta base, elle est descendante en format de triangle. Et je pense que l'intérêt serait pour... Là, je parle du Shotokan, mais du Shotokai, de tous les autres. C'est d'évaser un petit peu cette base. Non pas, en fait, pour faire un tube où on y met tout, mais au contraire, avoir une base qui est beaucoup plus large, qui permettrait à plus de personnes de rentrer à l'intérieur pour progressivement remonter toujours vers le même point, la finalité vers laquelle était Sensei. Et donc de remonter au fur et à mesure et de faire tout ce liant. C'est ce que j'essaye de faire. C'est exactement ce que j'essaye de faire, justement d'ouvrir un petit peu plus à la base, mais en fond, dans ma tête, pour les amener à un point qui est notre finalité de notre travail. Exactement. Ouais. C'est un peu ce que j'essaye de faire. C'est toujours le problème, parce que si on est dans un enseignement en entonnoir inversé, c'est qu'il faut, il faut pile poil rentrer là-dedans. Ouais. Si ça ne rentre pas au départ. Si tu ne rentres pas au départ, en fait, tu ne vois pas tout ce qu'il y a dessous. C'est le problème. Alors que là, c'est plus évasé. Donc ça permet à plus de gens de pouvoir rentrer. Bon, il y en aura toujours qui vont partir, etc. Mais au moins, dès le départ, en fait, ils vont pouvoir rentrer et être affûtés à nulle lame avec un trop gros morceau de lame. Et petit à petit, c'est la forger, le tanren, et rentrer à l'intérieur pour que ça puisse aller vers l'essence même pour toi et pour les autres du Shotokai. Bien sûr. Voilà, donc on verra dans quelques années comment évolue Shotokai, mais bon, il n'y a pas de raison, à partir du moment où on a quand même quelques gens motivés pour essayer de faire perdurer le style. Motivés, pédagogues, et qui ont envie, qui ont vraiment cette envie, cette passion pour la pratique, et qui ont une vision non pas à court terme, mais à long terme, comme tu l'as. Sans passion, de toute manière, on ne va pas loin. C'est un peu compliqué là, chez nous. Dans le karaté et les arts martiaux. C'est à très 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 long terme, c'est sur l'échelle d'une vie. Ouais. Et comme tu le disais bien avant, c'est aux générations après futures, parce que on est dans la cinquantaine, et ok, mais dans 20 ans. C'est ça, il faut trouver derrière... Dans les 20 ans, en fait, il faut préparer maintenant. C'est ça. Donc pour que dans 20 ans, il y ait quelqu'un qui soit comme nous, dans 20 ans. Oui, il ne suffit pas d'en avoir 20, il suffit d'en avoir une, deux personnes. Moi, je vois, quand j'ai commencé donc, du coup, à Bonnefoy, il n'y avait que des ceintures noires quasiment. Mais bon, à part mon professeur qui continue tout seul, qui vient faire les stages en France, on est deux élèves à avoir continué, finalement, je crois, sur toutes les ceintures qu'il a formées. Bon, après, ça fait 20 ans qu'il ne forme plus, il y aura peut-être eu d'autres. Mais oui, je pense qu'il n'y a plus que à peu près deux à être restés, quoi. Ça ne fait pas beaucoup. Non, mais c'est le reflet, je pense. Mais dites-le en commentaire. Si vous êtes enseignant depuis longtemps, c'est le ratio, en fait, sur combien continue depuis que vous avez commencé là où vous êtes. Ouais. Et pour ma part, c'est exactement pareil. Il y en a eu beaucoup, beaucoup de ceintures noires, etc., que j'ai formées, etc. Il y en a qui ont changé, qui sont partis dans d'autres disciplines. Il y en a qui ont arrêté. Il y en a, j'ai plus de nouvelles du tout. Ils ont disparu du jour au lendemain. Donc tu ne sais pas ce qui se passe.
Mais et puis des années après, tu les revois, c'est comme si tu les avais pas loupés. Ils te disent ah ben non, ben en fait j'ai changé, ah ben non, j'ai pas donné de nouvelles. Bon, ben voilà. Et puis tu les revois, ils reviennent et ils ont complètement changé de pratique. Et puis il faut tout reformer parce que ça fait 10 ans qu'ils ont rien fait. Ils n'ont pas travaillé, ils ont pas fait de sport. Donc... Et tout ça, c'est pas les gens qui vont changer, se transformer. Donc c'est pas des gens qui vont amener des gens derrière. Au départ, c'était un peu frustrant. Je me disais, punaise, j'ai des élèves là cette année. 1 an, 2 ans, puis je ne les ai plus. Quoi. Je me dis, mais finalement, à quoi je sers Mais bon, moi je me dis que maintenant, quand c'est des jeunes en plus, malgré tout, même si c'est pendant 2 ans, 3 ans, ça les a formés physiquement, mentalement, ça leur a développé des qualités physiques, techniques. C'est d'ailleurs pour ça que moi, mes cours de karaté ado, j'insiste directement, surtout sur les compétences physiques. J'essaie qu'ils arrivent à acquérir des compétences physiques, de coordination, de placement. Voilà, directement, je fais plus sur un travail global qu'analytique. Ouais. Et petit à petit, du global, je les amène vers l'analytique. Mais au départ, je leur dis pas, quoi. Ils font des pas chassés, ils vont tremper des mawashi, ils ne savent pas que c'est mawashi. Et voilà, pour développer des compétences, parce que je me dis, de toute manière, ils partent dans 2 ans, ces compétences, elles sont transférables après sur le basket, du tennis, peu importe ce qu'ils font. Quoi. Et si on a la chance de garder un de temps en temps... il aura ces compétences et qu'il va continuer à développer. Tant mieux pour nous. Exactement. tant mieux pour nous. Quoi. Pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que tu dirais aux pratiquants d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu vois en fait pour eux ? Quel serait le complément en fait idéal pour leur pratique ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant avec ta vision que tu as des pratiquants en général ? Il faut absolument développer ses qualités physiques pour avoir un bon karaté, on va dire, pour essayer de se libérer de ses tensions, comme on disait tout à l'heure. Et il faut une base. Pour moi, il y a 3 socles. C'est la partie cardio, la partie tonicité et la partie souplesse. Quoi. Si on gravite sur ces 3 facteurs, en général, on a une bonne forme physique. Donc, si on peut, dans sa semaine, en dehors des cours, faire de temps en temps des assouplissements, de la musculation, un peu de cardio, course à pied, vélo, peu importe, natation, en fonction de ce qu'on aime, pour moi, c'est une base hyper importante. Et surtout en vieillissant. Quoi. En vieillissant, à partir de 30 ans déjà, on commence à perdre du muscle. Donc, si on ne se renforce pas musculairement, physiquement, on perd du muscle. Si on ne fait pas de cardio, voilà, niveau maladie métabolique, c'est pas bon non plus. Et c'est propre à notre pratique, il nous faut de la souplesse, il nous faut de la mobilité. Quoi. Si on n'a pas de souplesse, pas de mobilité, on fait juste du Rotsuki, du Kyakutsuki. Quoi. Et ça réduit un petit peu, du coup, la pratique, quoi, tout simplement. Donc, à minima, il faut prendre soin de son corps au quotidien, tous les jours, un petit peu, pas forcément beaucoup. Mais bon, on a déjà parlé, ça peut être des automassages, ça peut être du stretching, ça peut être tout simple, du travail articulaire, de la mobilisation. Je pense qu'il faut travailler sur ces 3 facteurs en plus des cours. Parce qu'en 1h30, si on commence à mettre tout ça, on ne fait plus de karaté. Non, malheureusement, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Ou alors, il faut qu'ils arrivent avant le cours et qu'ils se préparent avant le cours et qu'ils le fassent, comme ça se fait à Okinawa. Donc, le sensei, ils arrivent, au Japon aussi, tu t'échauffes avant, dans ta routine, et avant, et tu fais ta préparation. Bien sûr. Moi, à titre personnel, je fais 2 séances de musculation pure dans la semaine. Et la gymnastique, du coup, comme nous, dans notre gym, on a déjà les assouplissements. J'en fais peu en extérieur. 2 fois en fin de séance, un petit peu, je m'étire, mais pas tant que ça, finalement, parce que mon corps, entre guillemets, est déjà forgé, on va dire, depuis que je suis jeune, donc je n'en ressens pas un besoin, sauf de temps en temps. Des fois le soir, chez moi, en ce moment pas trop, mais ça m'arrive de prendre mon tapis, mon épouse regarde la télé, je regarde la télé, je suis en grand écart, j'ai mon rouleau de massage, elle me dit, bon, il est fou celui-là, mais elle a l'habitude maintenant. Et au niveau cardio, je le fais aussi des fois en salle, en fonction de ce que j'ai envie de faire, quoi. Et la partie, on parle vraiment du physique, et la partie alimentation, tu y accordes une importance. Est-ce que tu l'amènes dans... Alors, tu as vu, mon alimentation est très bonne. Oui, j'ai vu que ton alimentation, elle est très très bonne. On est bien gourmand. Bon, voilà. Il faudrait, c'est important pour moi, si tu
tu en as besoin. Si je pouvais, je ferais un petit peu mieux. Voilà, je vais y arriver un jour. Mais je n'ai pas une alimentation forcément hyper saine. Et en même temps, je fais quand même attention au quotidien. Mais je sais me faire plaisir, quoi. Mais si tu veux perdre du poids, clairement, c'est 80% dans l'assiette, 20% d'entraînement. Il ne faut pas inverser les choses. Mais comme moi, je fais beaucoup d'entraînement, et puis du coup, je peux manger un petit peu plus. Et puis ça dépend aussi. Tu as un besoin calorique qui est beaucoup plus gros. Qui est beaucoup plus, bien sûr. Et puis après, bon, on n'est pas tous égaux non plus. Il y a des personnes, ils font des régimes toute leur vie, ils font attention toute leur vie, ils mangent hyper sainement. Ils font du sport aussi, mais ça ne marche pas non plus. Quoi. Bon, là, c'est la vie aussi qui fait que... on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux, quoi. Ça, c'est évident. Au niveau de l'alimentation, je crois que c'est encore plus important. Et des gens se disent sportifs aussi, mais ils ne font que 2 entraînements de karaté par semaine. En fait, ils sont sédentaires. C'est pas suffisant. C'est des sédentaires sportifs. Moi, je ne suis peut-être pas hyper sportif, mais je ne suis pas du tout sédentaire. Pas forcément hyper sportif, bon, bien largement au-dessus de la moyenne, mais je ne suis pas du tout sédentaire. C'est-à-dire que moi, ma journée, c'est je suis assis, debout, allongé, je fais des abdos, je fais du gainage, je fais du travail articulaire. Donc je ne suis jamais assis sur une chaise de bureau. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai une consommation... Elle m'embête, ce mouche. Je vais lui couper les ailes. Donc j'ai une consommation de calories supérieure à la moyenne. Donc c'est pour ça que je peux prendre des chocolatines le matin et pas des pains au chocolat, quoi. Forcément. En tout cas, je te remercie. N'hésitez pas à aller à sa rencontre parce qu'il partage plein de choses super intéressantes. Donc, je vous mettrai les liens juste en dessous pour le retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller le voir aussi en stage ou à sa rencontre quand vous voyez que c'est lui qui vient en stage. Vous verrez, c'est quelqu'un de formidable. Oui, d'autant plus que les séminaires nationaux sont ouverts à tous les styles. Des fois, il y a tous les styles qui viennent aussi. Puis bon, c'est intéressant de voir que des gens s'intéressent aussi. Après, ils prennent ou pas, mais peu importe. Oui, c'est de par la curiosité, déjà, d'être curieux. Je pense que c'est une des qualités les plus importantes. Je pense que c'est d'être curieux dans la vie. Et on pratique du karaté avant tout. Et après, il y a des courants de karaté qui sont un peu différents. Donc, d'essayer d'être un petit peu curieux dans le karaté. Ah oui, il y a des personnes qui n'ont jamais fait un autre stage, un autre style que leur style à eux, leur propre style. Bon. C'est ça. Chacun sa vision. Exactement. Chacun sa vision, pas de jugement, c'est juste chacun. Et tant qu'on est conscient de ce qu'on fait, qu'on l'assume et qu'il y a zéro problème avec. Donc après, qu'on soit ouvert ou recentré sur sa pratique. C'est ça. L'important, c'est d'être bienveillant. Bienveillant. Pas forcément dans le jugement. Heureux dans ce qu'on fait. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Lionel. À très bientôt pour une nouvelle parole aux pratiquants et n'oubliez pas de vous abonner. Si cette rencontre t'a inspiré, pense à laisser un commentaire et à la partager autour de toi. Et si tu veux continuer à progresser en dehors de ton dojo et récupérer plein de vidéos pédagogiques, retrouve-moi sur imaginearts.digital. Parce qu'un bon enseignant continue toujours d'apprendre.